le judaïsme rabbinique n'est pas tout à fait réputé pour faire bon accueil à ceux qui se présentent pour se convertir. Idéalement, on est très juif et on ne le deviendrait pas, la judéité étant ainsi principalement définie en termes généalogiques. Mais comme le rappelait le professeur Jacob Rapkin tout à l'heure, les conversions au judaïsme sont possibles, signe d'une tension jamais complètement résolue entre une judaïcité définie comme une communauté croyante, d'une part, et une judaïcité définie comme communauté d'origine. Alors, pour de nombreux analystes, et c'est ce que suggérait notamment toujours monsieur le professeur Rapkin tout à l'heure, le fait que le judaïsme garde une porte ouverte aux conversions témoigne de sa dimension universaliste et illustre que la dimension religieuse reste une dimension importante du judaïsme. Si l'on est juif par naissance, il est aussi possible d'y adhérer. Et c'est bien parce qu'il est possible de se convertir que le judaïsme ne peut être défini dans le seul cadre généalogique. La présentation, alors à l'inverse, excusez-moi, et par suite logique, on pourrait imaginer que les postures visant à restreindre drastiquement l'accès à la conversion au judaïsme, comme c'est le cas aujourd'hui dans toute une partie du monde juif orthodoxe, donc cette posture qui viserait à restreindre l'accès aux conversions pourrait témoigner d'un repli de l'identité juive sur ses dimensions généalogiques, ethniques, voire raciales. Alors la présentation que je voudrais proposer aujourd'hui vise à tempérer cette opposition. Alors en m'appuyant sur deux exemples de politiques orthodoxes visant à restreindre l'accès aux conversions, alors un décret, le décret argentin de prohibition des conversions qui a été édicté en 1927 d'une part, et la politique du consistoire central de France mis en place par le grand rabbin Citruc à partir du milieu des années 80 d'autre part. Donc à partir de ces deux exemples, j'émets l'hypothèse que la méfiance vis-à-vis des conversions, ou en tout cas le refus de convertir, ou en tout cas les contraintes fortes posées à la conversion, révèlent une articulation plus complexe entre communauté d'origine et communauté croyante, entre injonction faite au Mont Sinaï à demeurer une dynastie pontife, ce que Max Weber appellerait, alors ça c'est l'épisode du moment du don de la Torah au Mont Sinaï, Exode, j'ai plus la référence en tête, où Israël, l'injonction est faite d'être une dynastie de pontifes et une nation sainte. Rapprochez-vous. Bon, comme ça. Donc, tension entre le fait d'être une dynastie de pontifes, ce que Max Weber appellerait une communauté de virtuoses, hein, de prêtres et de virtuoses, et une nation sainte séparée des autres nations par une frontière statutaire et rituelle clairement identifiée, autrement dit, à demeurer, pour reprendre encore une fois une terminologie weberienne, un peuple paria séparé rituellement et statutairement. Alors au contraire, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, la fermeture des conversions qui accompagne le plus souvent une politique active de prosélytisme à l'intention des Juifs perdus, doit à mon sens plus se comprendre comme une volonté de réaffirmer la doctrine, hein, au sens qu'en donne Talal Assad d'un ensemble de pratiques et de normes, que la marque d'une surdétermination du principe généalogique, l'idée qu'on ne saurait être juif que par naissance. Donc il s'agit en fait de proposer ici une approche pragmatique des conversions, hein, que j'essaye d'aborder en fonction de ce que les politiques de conversion visent et entraînent, étant donné que ces visées politiques sont aussi définies en fonction d'éthiques de conviction, et donc non pas en fonction de l'idée qu'il existerait un judaïsme qui agirait de lui-même selon des principes cohérents et intangibles. Donc que font concrètement les rabbins? Quel objectif poursuivent-ils à travers les politiques et la posture et l'attitude qu'ils ont face aux demandes de conversion? Alors, avant d'aller plus avant, je voudrais quand même faire deux petits points sur ce que l'on entend par conversion au judaïsme. Alors, le guillour, hein, qui est le terme hébreu qui désigne le passage de non-juif à juif, et qu'on traduit assez improprement par conversion, ne doit pas être compris tout à fait dans le même sens que la conversion chrétienne de changement de foi. Il désigne avant tout un changement de statut de non-juif à juif, changement de statut sanctionné par l'immersion dans le mikvé, d'un rituel,
et pour les hommes comme pour les femmes, hein, l'immersion dans le mikvé, et pour les hommes par la circoncision. Une fois le rituel effectué, le converti, le guerre, est considéré comme un juif à part entière, et seul pèse sur lui, mais surtout sur elle, en fait, sur la femme convertie, l'interdiction de se marier avec un Kohen. Alors donc, si la conversion ne désigne dans le judaïsme rabbinique moins un changement de foi qu'un changement de statut, qu'on pourrait rapprocher finalement d'un processus de naturalisation plus que de changement de foi, ce changement reste cependant conditionné à un changement, sinon de croyance, au moins de pratique et de comportement. Le Shulchan Aruch, hein, qui fait autorité aujourd'hui dans le monde orthodoxe, pose un certain nombre de conditions à l'acceptation des convertis. Il dispose notamment que seuls les candidats motivés par une intention pure, les Shem Shamaïm, peuvent être acceptés à la conversion, excluant donc potentiellement les candidats motivés par d'éventuels bénéfices ultérieurs, comme le mariage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sincérité n'est pas définie positivement par quelque chose qu'il est possible d'énumérer et de définir, mais de manière apophatique par ce qu'elle n'est pas. Donc, le candidat sincère, c'est celui qui n'a objectivement, en tout cas dont on ignore, d'autres motifs pour la conversion. Ça peut être donc le mariage, et on verra que c'est un point de tension important aujourd'hui, depuis quelques années, pas que aujourd'hui d'ailleurs, le mariage, mais un bénéfice politique, économique, professionnel, etc. Deuxième point, les candidats doivent s'engager à respecter les mitzvot, les lois. Un ou une candidate qui se présenterait en refusant explicitement les contraintes de la pratique, ou même en refusant explicitement une loi sur les 613 que compte la loi, devrait ainsi théoriquement être repoussée. Alors ici encore, il y a une large place qui est faite à l'interprétation de ce que signifie s'engager envers les mitzvot. L'engagement étant tantôt jugé à l'aune d'une longue démonstration pratique, le candidat n'étant reçu qu'à condition de pratiquer intégralement et sur le long terme. C'est le cas par exemple aujourd'hui au Consistoire central de France, où on obtient une conversion après au moins 5-6 ans d'un long processus où on va démontrer et même prouver qu'on pratique aussi intégralement que possible l'ensemble des règles. Et pour d'autres, l'engagement vers les mitzvot ne peut signifier que l'absence de refus des mitzvot. Donc on a vraiment tout un ensemble de palettes. Voilà. Et donc cette très large place laissée à l'interprétation et à l'appréciation des rabbins, qui laisse ouvert une grande variété de postures, allant de politiques très favorables à l'accueil des convertis, comme c'est le cas pour les libéraux, comme on parlait tout à l'heure le professeur Rapkin, allant jusqu'à prôner pour certains une véritable politique proactive visant à fortifier les communautés juives, notamment nord-américaines, par l'afflux de 109, en se positionnant dans le supermarché religieux nord-américain en mettant en place des dispositifs très proactifs d'accueil et d'incitation à la conversion. Donc, des politiques vraiment très favorables à la conversion, à des politiques visant à interdire toute conversion, comme ce fut le cas donc en Argentine à la fin des années 1900. Alors, les premiers temps de l'implantation d'une importante population juive en Argentine, au début du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle, furent marqués par une forte tendance assimilationniste, dont l'une des conséquences majeures fut le large désinvestissement religieux et le nombre très élevé des mariages mixtes, à l'exemple, par exemple, du premier rabbin de la Congrégation Israélita de la República Argentina, qui était la première institution juive argentine fondée en 1862, et qui épousa une chrétienne, qui eut des enfants baptisés catholiques, et il n'était pas le seul, d'autres dirigeants de la Sierra étaient également mariés avec des non-juifs. Alors on disait que les juifs argentins laissaient finir sur le bateau et s'intégraient largement à la société majoritaire. Alors, ces taux d'exogamie et le nombre important de conversions pouvaient cependant aussi bien signifier la faiblesse de l'identité juive. Alors oui, j'ai dû couper un paragraphe, mais il y avait aussi beaucoup de conversions, du coup. Et ces taux d'exogamie et le nombre important des conversions pouvaient donc cependant aussi bien signifier la faiblesse
de l'identité juive de ces migrants qu'à l'inverse, sa vitalité. Si ces juifs voulaient convertir leurs conjoints, notamment, c'était bien parce qu'ils voulaient que quelque chose de leur identité juive subsiste et se transmette, même si ce n'était pas nécessairement sur un mode orthodoxe, et même si leur judéité ne s'actualisait pas nécessairement dans la pratique des mitzvot. En revanche, les modalités par lesquelles étaient réalisées ces conversions témoignaient d'une certaine distance avec les pratiques du Shulchan Aruch, c'est un euphémisme, hein, certaine distance, et notamment Victor Mirelman, hein, qui est auteur d'une histoire de l'immigration juive à Buenos Aires, évoque des conversions effectuées un petit peu à tort et à travers vis-à-vis des principes de la halakha. Voilà, elle se faisait sur une simple déclaration, etc. Alors cette situation n'était pas sans inquiéter certains rabbins qui entendaient défendre une conception plus orthodoxe du judaïsme. Et en 1927, donc le rabbin d'origine syrienne, le rabbin Seton, hein, d'origine syrienne, en charge de la communauté syrienne de Buenos Aires, d'une communauté syrienne de Buenos Aires, édicta avec le soutien du rabbin ashkénaze de Moïseville, le rabbin Goldman, et avec l'appui des grands rabbins séfarades et ashkénazes de Palestine à l'époque, et du rabbin Zirelson de Kishinev, pardon, excusez-moi, l'un des fondateurs de l'Agudat Israël, donc en étant appuyé par un certain nombre de grandes figures d'autorité du judaïsme orthodoxe de l'époque, édicta la prohibition totale et définitive de toute conversion à l'intérieur des frontières de la République argentine. Prohibition pour toujours, c'est-à-dire que c'est une disposition qui est normalement toujours valide encore aujourd'hui en Argentine. Les convertis jugés sincères étant donc invités à se convertir en dehors des frontières argentines, et notamment en Israël. Alors, ce qui justifiait l'interdiction pour toujours des conversions n'était cependant pas tant le nombre élevé de mariages mixtes en lui-même, hein, et on a vu que la question des mariages mixtes posait une difficulté surmontable hein, dans les cas d'interprétation. On peut aussi estimer qu'il y avait un mariage civil en Argentine et donc c'était pas pour obtenir un conjoint puisqu'ils pouvaient obtenir un conjoint en se mariant civilement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles les rabbins peuvent négocier. En tout cas, selon les cas, il y a plein de cas comme ça. Donc, mais ces taux de mariage mixte préoccupaient certes les rabbins, mais ce qui les préoccupait plus, c'était l'état qu'ils jugeaient déliquescent qui régnait au sein du judaïsme argentin, concernant autant l'encadrement communautaire que l'état de transgression dans lequel vivait la grande majorité des Juifs d'Argentine. Et pas seulement ceux qui se mariaient avec des femmes chrétiennes. Alors, on utilise des femmes chrétiennes parce que c'était essentiellement de l'exogamie masculine, et sans doute dû aussi à un contexte migratoire avec une pénurie en tout cas un déficit de femmes sur le marché matrimonial. Alors, le fait que le décret visait pas seulement les mariages mixtes, mais plus largement l'état anomique du champ religieux argentin est confirmé par un précédent avis émis par l'un des deux rabbins, par le rabbin ashkénaze à l'origine, enfin à l'initiative de la prohibition. Donc 12 ans avant que soit prononcée cette interdiction, hein, le rabbin Seton était allé chercher l'avis, le conseil de son homologue ashkénaze, hein, qu'on a vu tout à l'heure, le rabbin Goldman, à propos du cas d'un jeune homme syrien qui, sans autre motif apparent, autrement dit, qui ne se convertissait pas dans le cadre d'un mariage, et qui voulait donc se convertir auprès du Beddin de la communauté syrienne que dirigeait le rabbin Seton. Et alors, le rabbin Goldman a émis un avis extrêmement négatif, arguant, et je ne vais pas vous faire toute la citation parce que je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout sinon, mais arguant du fait que de toute façon, vu l'état dans lequel était le judaïsme argentin, le converti ne pourrait pas faire la différence entre les enfants d'Israël et les gentils. Donc, dans ce cas-là, il était hors de question de pratiquer quelconque conversion dans cet état. Donc, selon la même logique, le décret de prohibition prononcé 12 ans plus tard fustigeait l'inobservance religieuse, et c'était comme ça qu'il était justifié hein, dans l'argumentaire. Hein. La vie à Buenos Aires est particulièrement débauchée, et chacun il fait ce qui lui plaît, et déplore aussi l'absence d'autorité capable d'imposer une norme religieuse commune à l'ensemble d'un champ
particulièrement éclatée et anomique. Donc il n'y a aucune autorité rabbinique écoutée et respectée, ni de rabbin nommé par le gouvernement ou par la communauté juive elle-même. Donc en ce sens, la multiplication des mariages mixtes était aussi et surtout perçue comme le symptôme d'un mal plus profond, celui de l'éloignement des Juifs de la Torah. Donc le problème en lui-même n'était pas tant de faire des convertis, mais de faire des mauvais convertis dans un mauvais contexte. Donc ce décret visait plus à structurer un champ religieux perçu comme anonyme qu'à lutter effectivement efficacement contre les mariages mixtes, ce en quoi d'ailleurs il a parfaitement échoué. Alors, on traverse les années et l'Atlantique et pour aller en France. Et, donc, j'ai essayé de saisir la politique du consistoire central un petit peu sur le temps long. Et donc, la politique de ce consistoire central de France, qui est la principale institution juive française, mise en place par Napoléon, etc., c'est une histoire assez connue. Donc, cette histoire offre un autre exemple de la manière dont la limitation des conversions peut être mise au service d'une politique plus générale de réaffirmation de la doctrine religieuse. Jusqu'au milieu des années 80, la politique du consistoire central était une politique de relative ouverture aux conversions. Donc, s'inscrivant plus dans une politique de représentation de l'ensemble de la judaïcité française et non d'une sensibilité particulière du judaïsme, les rabbins du consistoire de France adoptaient en matière de conversion une politique qu'on pourrait qualifier de pragmatique, c'est-à-dire dans le sens où elle était le résultat d'une négociation entre différents principes jugés contradictoires, notamment vis-à-vis des conversions dans le cadre d'un mariage qui, dans l'immense majorité des cas, à peu près 90%, qui représente à peu près, 90% des demandes adressées en général aux institutions juives et qui sont théoriquement refusées. Donc, le problème étant que refuser la conversion aboutissait à la multiplication des brouillages des frontières, notamment au sein des familles et des communautés, en faisant cohabiter au sein des familles des individus au statut halachique différent, c'est-à-dire un père juif, des enfants non juifs, etc. Donc, l'urgence, dans ces cas-là, aux yeux de l'institution, résidait moins dans la lutte contre l'inobservance religieuse en elle-même. Elle ne la cautionnait pas, mais dans la mesure où elle n'avait pas vraiment de réels moyens coercitifs de levier pour combattre cette inobservance religieuse. Donc, l'enjeu, là, visait moins l'inobservance religieuse que le maintien d'une conception d'un franco-judaïsme incarné par le consistoire, incité à se conformer au modèle républicain à la française, d'expression de minorités religieuses d'une part, et légitimé en fonction de la capacité de l'institution à inclure le plus large éventail possible de manières d'être juif, d'autre part. Et du coup, politique d'inclusion plutôt de la déviance. Cette politique s'expliquait aussi par la volonté de l'institution de préserver autant que possible l'homogénéité statutaire, ça je l'ai dit, et cela permettait aussi de préserver l'hégémonie du consistoire vis-à-vis de la concurrence croissante des synagogues libérales qui, de leur côté, n'opposaient pas de position de principe contre les conversions dans le cadre de mariage. Alors, l'élection du grand rabbin de France, Joseph Citruc, à la tête du consistoire en 1987, a constitué de ce point de vue un tournant majeur. Le rabbin Citruc était un disciple du Rav Shach, une haute figure charismatique israélienne de l'ultra-orthodoxie ashkénaze, et il arrivait avec un slogan en forme de programme politique: il faut rejudaïser les Juifs de France. L'objectif n'était plus dès lors de représenter la judaïcité française, ce qui impliquait donc d'intégrer ces multiples sensibilités et de laisser couler la doctrine d'une certaine manière, mais de proposer une conception normée du judaïsme fondée sur la primauté des mitzvot, de la loi, sur toute autre modalité d'expression de l'identité. Donc cette politique qui faisait du Baal Tshuva, le converti de l'intérieur, celui qui revient à la réponse, la figure exemplaire du croyant, et il y a à noter au passage que le rabbin Citruc était lui-même un Baal Tshuva, est indissociable d'une politique, en tout cas elle est allée de pair, d'une politique de
fermeture des conversions externes, en tout cas d'exigences supérieures posées aux conversions externes. Et en posant des conditions de pratique religieuse rigoureuses à l'acceptation des candidats à la conversion, en demandant, alors en fermant pas totalement les portes, mais en fait en demandant aux candidats, en majorité candidates, mais aussi aux candidats et à leurs conjoints et leurs conjointes de devenir de bons juifs orthodoxes, le consistoire attestait d'une norme exemplaire qui, idéalement, s'imposait à tous au sein de l'institution. Et elle signifiait notamment que l'institution n'était pas là pour réparer la transgression constituée par le mariage exogame de ces hommes juifs. En général, c'est des hommes juifs, la question, puisque c'est la question de la transmission de l'identité aux enfants, qui se pose moins dans le cadre d'un mariage mixte, où c'est l'homme qui n'est pas juif. Et donc, ça s'inscrivait dans une démarche d'orthodoxisation des communautés consistoriales et de prosélytisme interne proche de celle du mouvement ultra-orthodoxe Chabad-Lubavitch, dont l'activité est très largement orientée vers le prosélytisme à l'intention des Juifs perdus. Alors, je vais conclure là-dessus, je ne sais pas si j'ai trop dépassé. Donc, oulala, voilà. Alors, ce type de politique de fermeture des conversions est devenu aujourd'hui, dans le champ religieux juif contemporain, l'un des principaux marqueurs d'orthodoxie vis-à-vis des autres courants. À l'instar, il y a deux grands marqueurs aujourd'hui. Il y a la question de l'inclusion des femmes dans la vie publique juive, dans la vie religieuse juive, et la question de la politique de conversion. En diaspora comme en Israël. Alors, la rabbanoute israélienne est entrée en conflit ouvert aujourd'hui autour des conversions avec les autres tendances, alors, du judaïsme libéral, ça c'est vieux comme le monde, mais des autres tendances du judaïsme orthodoxe, et notamment vis-à-vis du sionisme religieux, des mouvements et des rabbins sionistes religieux qui, de leur côté, mettent en place des politiques de conversion inclusive visant à clarifier la frontière entre juifs et non-juifs dans le cadre israélien. Autrement dit, à faire coïncider identité juive et identité israélienne dans le cadre de nombreux citoyens israéliens, et notamment, on a parlé tout à l'heure, mais ceux qui sont arrivés en Israël dans les années 80-90, j'ai plus les dates exactes, je ne suis pas historien, hein, mais donc je dis les dates régulièrement, et qui, pour une grande partie, hein, on estime à un tiers, sont donc citoyens israéliens de nationalité juive, mais qui ne sont pas reconnus comme juifs par la rabbanoute israélienne, ce qui concrètement veut dire qu'ils ne peuvent pas se marier en Israël, puisqu'il n'y a pas de droit des personnes, en tout cas parce que le droit des personnes en Israël relève de la compétence des tribunaux rabbiniques de la rabbanoute orthodoxe. Donc, les exigences croissantes posées à la conversion entraînent paradoxalement ou pas, et là, ça reste à réfléchir, c'est vraiment une idée qui m'est venue en réfléchissant à la présentation de ce colloque, une surdétermination de modes alternatifs de reconnaissance de la judaïté de la part de ces Israéliens juifs des marges, et fondée notamment, alors c'est une hypothèse que je formule, sur la prolifération des tests génétiques. Alors, ça mériterait de plus amples investigations, mais cela montre qu'il est difficile d'opposer strictement les logiques religieuses et les logiques généalogiques, et que la question des conversions reste un lieu privilégié d'observation de ce type de recomposition. Voilà, merci beaucoup.